Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marianne Nical, la directrice de l'association Espace Mendès France. Je vais vous faire une confidence. Je ne connaissais pas du tout Lovecraft avant d'accueillir le séminaire. C'est une découverte et donc merci à Héloïse Morel qui a coordonné le colloque version Espace Mendès France. Elle m'a fait lire Les montagnes hallucinées. Et là, ça m'a fait 3 références philosophiques, cinématographiques et puis poétiques. Philosophique, alors je crois que c'était pas forcément le sujet tout à l'heure, enfin c'est pas cela. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Quoique ce soit pas silencieux, je crois, Lovecraft. Cinématographique de Think, évidemment, et puis l'univers poétique Poe. Et j'en profite pour vous inviter vraiment, si vous l'avez pas déjà fait, à aller voir les superbes illustrations de Nicolas Fructus et notamment le dessin où un corbeau s'illustre en majesté. Voilà, mais pas seulement celui-là. Vous dire aussi, remercier les chercheurs qui ont organisé ce colloque. Merci à l'Université de Poitiers avec vous, Gilles Ménégaldo, avec Denis Mélin de Forélis, avec également Jean-Renaud Boisserie de Palais-Vauprime, CNRS également, et donc Raphaël Granier de Cassagnac a dirigé le colloque également, et puis le commissariat à l'énergie atomique en la présence de Roland Lehoucq. Voilà. Donc ça vous a pas échappé, ils incarnent des disciplines différentes, littéraires, astrophysique, la physique, et puis la paléontologie. Et l'interdisciplinarité, elle évoque 2 choses. La première, c'est la complexité de l'œuvre de Lovecraft, vous le savez par cœur, qui fait dialoguer les arts, la science, et puis la philosophie, ce qui fait écho avec l'Espace Mendès France, l'ADN, puisque cette association, depuis presque 40 ans maintenant, accueille vraiment avec enthousiasme tous les chercheurs, toutes les chercheuses qui viennent en fait partager leur passion et croiser leur regard sur un même objet. Pour finir, réellement, les derniers partenaires à remercier, c'est les 2 librairies, La Belle Aventure et puis Bulle d'encre, c'est la médiathèque de François Mitterrand. Et puis, c'est également le cinéma Le Dietrich. Je vais donc vous passer la parole et remercier vivement Joshi. La technologie permet d'abolir les distances, mais pas le décalage horaire. Voilà, c'est toutes les limites de la technologie par rapport à un Lovecraft qui, lui, fait s'entrechoquer les époques. Bonne soirée à vous et bonne conférence. Merci beaucoup, Marianne. Okay, that was the person that is heading this museum, science museum, ST, and she thanked you, and she just thanked a number of contributors to this conference. Okay, can you hear me? Quick, yes? Sure. Yeah, okay, thanks. So I'm not going to give a long introduction because, as I said, it will take time to translate. Donc, je vous présente, I'm going to introduce him in French, introduce you in French, right? ST Joshi, donc, est l'un des grands spécialistes de Lovecraft de très longue date. Il a publié beaucoup de livres sur Lovecraft, et en particulier une monumentale biographie qui doit faire, dans la traduction française, 800 pages de 2 volumes de 400 pages, comme ça. Oui, enfin, bon, peu importe, 800 ou 1000 pages peut-être même. Mais en tout cas, c'est la biographie définitive, je pense, sur Lovecraft. Il a publié par ailleurs les essais de Lovecraft, il a publié des études critiques sur Lovecraft, des ouvrages collectifs sur Lovecraft. Donc, je ne vais pas citer toute sa bibliographie, vous la trouverez facilement sur Internet. Et il est en train de traduire aux éditions Hippocampus Press, I'm talking about your publications, toute la correspondance de Lovecraft dont il a été abondamment question pendant ce colloque, à savoir entre 80 et 100 000 lettres, dont pour l'instant 5 volumes avaient été publiés. Et il est en train de publier, je crois, l'essentiel de la correspondance dans, je ne sais pas combien, une dizaine de volumes peut-être. Et il y a au moins 2 volumes de lettres de 300 ou 400 pages qui sont consacrés uniquement à la correspondance entre Lovecraft et Robert Howard. Robert Howard, l'auteur de Conan, de Barbarian, et de bien d'autres textes, et qui a correspondu avec Lovecraft sans jamais le rencontrer physiquement. Voilà. Okay, so I was just introducing you briefly, and I want to thank you again for accepting my proposal to talk about Lovecraft and physics.
Donc le titre de sa communication, de sa conférence, pardon, c'est Coming to Terms with Relativity and Indeterminacy, littéralement, comment s'accommoder avec la relativité et l'indétermination. Okay, so please, you just talk, and from time to time you stop so that I can translate, okay? Okay, very good. Thank you. I start? Yeah, okay, you Yeah, can. Lovecraft, I'm sorry. I should preface my remarks by saying that I am myself not a scientist. I am not well learned in the sciences. However, I have read a great deal about the history of science, and especially the relations between science and religion and atheism. I have just written a large book about atheism, and that's in part some of the focus of my talk. Ok. Donc, Joshi n'est pas un scientifique à proprement parler, mais il a beaucoup lu sur la science, en particulier en relation avec Lovecraft, bien sûr. Et il a aussi travaillé sur la question de l'athéisme, donc qui risque d'être l'un des focus de son intervention. H.P. Lovecraft nurtured himself on the physics and astronomy of the late 19th century. During his years at Hope Street High School in Providence, Rhode Island, 1904 to 1908, he took a physics class in both the 1906 to 7 and 1907 to 8 school years. Ok, Lovecraft s'est nourri de la physique et de l'astronomie du 19e siècle. Pendant ces années à Hope Street High School, c'est-à-dire au lycée, l'équivalent du lycée à Providence, il a pris un cours de physique dans les années 1906, 1907, 1907 et 1908. Il est donc difficile... Bon, je crois que c'est tout. Go on. While it is impossible to know what textbooks were used in these classes, it is likely that they dated to the very end of the 19th century or the very early 20th century. Donc, il est impossible de savoir également quel texte ils utilisaient dans ces classes, quel manuel ils utilisaient dans ces classes. Il est probable qu'ils dataient de la fin du 19e ou du tout début du 20e siècle. One of these, which remained in his own library until his death, was Lothrop D. Higgins's Lessons in Physics, 1903. Even more primitive were Joel Dorman Steele's 14 Weeks in Physics, 1878, and Balfour Stewart's Physics, 1872. Donc, l'un de ceux-ci, qui est resté dans sa propre bibliothèque jusqu'à sa mort, était le livre qui s'appelle Leçons en physique, Leçons de physique, pardon, de Lothrop Higgins, 1903, et également Joel Dorman Steele, 14 semaines en physique, 1878, et Balfour Stewart Physics, donc physique, en 1872. In astronomy, Lovecraft initially had to rely on the books in his grandmother, Roby A. Phillips's library. He states that these numbered 61 titles, and, understandably, all these titles predated her death in early 1896. Oui, en ce qui concerne l'astronomie, Lovecraft initialement a dû se reposer sur, se documenter à partir de livres qui étaient dans la bibliothèque de sa grand-mère. Il y avait 61, il constate qu'il y a à peu près 61 titres, et de manière compréhensible, tous ces titres anticipèrent sa mort au début de 1896. Lovecraft did acquire newer astronomy books as his always perilous finances allowed, or read books in libraries. Late in life, he recommends to a colleague such recent works as Walter Bartke's Highlights in Astronomy, 1935, John Charles Duncan's Astronomy, 3rd edition, 1935, and James Stokely's Stars and Telescopes, 1936. Donc Lovecraft a acquis d'autres livres sur l'astronomie,
autant que ses finances lui permettaient, où il lisait des livres dans les bibliothèques. Tard dans sa vie, il a recommandé à un collègue des travaux récents comme celui qui s'appelle Highlights of Astronomy, c'est-à-dire un certain nombre d'éclairages sur l'astronomie de 1935. Un livre qui s'intitule Astronomy, donc astronomie, John Charles Duncan. Donc ces noms sont inconnus pour moi, en tout cas. James Stockley, Stars and Telescopes, c'est-à-dire les étoiles et les télescopes, en 1936. But the two chief works that laid the groundwork for what Lovecraft called mechanistic materialism, that is, materialism and determinism, or the rejection of free will, were Ernst Haeckel's Die Welträtsel, 1899, translated as The Riddle of the Universe, and Hugh Elliott's Modern Science and Materialism, 1919. Oui, donc les deux ouvrages principaux qui ont d'ailleurs été cités, they were quoted here as well, qui constituent ce que Lovecraft, qui influence ce que Lovecraft appelle le matérialisme mécaniciste. C'est le travail de Ernst Haeckel qui a été traduit en anglais comme The Riddle of the Universe, c'est-à-dire l'énigme de l'univers de 1900, et Hugh Elliott, La science moderne et le matérialisme de 1919. Maybe you References can, in sorry, his... you can read maybe more. You can read maybe until the one paragraph after paragraph, not stopping within the paragraph, because it will be quicker. Okay. Yeah. References in his letters indicate that Lovecraft read both books no later than 1921. The former volume, written by a prominent naturalist and vigorous advocate of Darwin's theory of evolution, expanded the notion of evolution to the cosmos at large. The details of its outline of the present state of physics, biology, and other issues do not concern us. Rather, we can note that its final chapter, optimistically titled Solution of the World Problems, claims substantial progress in all the sciences, with the implication that the ultimate solution of all the riddles of the universe are just around the corner and will lead to an affirmation of pure monism and a rejection of dualism and idealism. Dans ses lettres, Lovecraft manifeste qu'il a lu les deux livres pas plus tard que 1921. Le premier volume a été écrit par un biologiste de grande valeur, de grande stature, et surtout quelqu'un qui défendait la théorie de l'évolution de Darwin, qui a étendu cette notion d'évolution au cosmos. Les détails de cette présentation de l'état de la physique, de la biologie et de différentes d'autres questions ne nous concernent pas, mais nous pouvons noter que dans son chapitre final, qui est titré de manière optimiste « Solution aux problèmes du monde », revendique un progrès substantiel dans toutes les sciences, impliquant aussi que la solution ultime de tous les énigmes de l'univers sont juste au coin de la rue, et nous amènerons à une affirmation d'un pur monisme et le rejet du dualisme et de l'idéalisme. Eliot is not quite as confident. Aware of the limitations of the senses that are our chief means of perceiving reality, he states, this is a long quotation here, "Let us first ask why it is that all past efforts to solve ultimate riddles have failed, and why it is that they must continue to fail. It is, in the first place, due to the fact that all knowledge is based on sense impressions and cannot, therefore, go beyond what the senses can perceive. Men have 5 or 6 different senses only, and these are all founded on the one original sense of touch. Of these 5 or 6 senses, the three of most importance for the accumulation of knowledge are those of sight, hearing, and touch.
By these senses, we are able to detect three separate qualities of the external universe. Now, supposing that we happen to have 1,000 senses instead of 5, it is clear that our conception of the universe would be extremely different from what it now is. We cannot assume that the universe has only 5 qualities because we have only 5 senses. We must assume, on the contrary, that the number of its qualities may be infinite, and that the more senses we had, the more we should discover about it. On doit se demander d'abord pourquoi tous ces efforts passés pour trouver des solutions ultimes à des énigmes ont échoué, et pourquoi nous devons continuer à échouer. Elles vont continuer à échouer. C'est d'abord dû au fait que toute notre connaissance est fondée sur des impressions sensorielles et ne peuvent par conséquent aller au-delà de ce que les sens perçoivent. Les hommes ont 5 ou 6 différents sens seulement, et ils sont tous fondés sur le sens original du toucher. De ces 5 ou 6 sens, les 3 plus importants pour la connaissance sont ceux de la vue, de l'audition et du toucher. À travers ces sens, nous sommes capables de détecter 3 qualités séparées de l'univers extérieur. Maintenant, si nous supposons que nous pouvions avoir 1000 sens au lieu de 5, il est clair que notre conception de l'univers serait extrêmement différente de ce qu'elle est maintenant. Nous pouvons assumer que l'univers a seulement 5 qualités parce que nous avons seulement 5 sens. Nous devons considérer au contraire que le nombre de qualités peut être infini et que plus nous aurions de sens, plus nous pourrions découvrir de choses sur cet univers. Nevertheless, Eliot feels there is sufficient warrant for asserting 3 basic principles that undergird modern materialism. 1, the uniformity of law. 2, the denial of teleology. 3, the denial of any form of existence other than those envisaged by physics and chemistry, that is to say, other evidences that have some kind of other existences that have some kind of palpable material characteristics and qualities. Bon, je vais résumer simplement. Donc, en gros, Eliot dit qu'on peut assumer assez clairement, qu'on peut affirmer 3 principes de base qui définissent le matérialisme moderne. D'abord, l'uniformité de la loi, le refus de la téléologie, le refus d'une forme d'existence autre que celle qui est envisagée par la physique et la chimie. Ça veut dire que toutes les autres existences ont des qualités palpables, matérielles, voilà, une qualité matérielle palpable, pardon, excusez-moi. Oui, yes. Eliot is aware of the theory of relativity, but at the time he was writing, it was largely speculative, and the best he can say of it is, quote, "The principle of relativity is far from being regarded as an established fact, but it is one of the most curious hypotheses ever framed by man." Okay, you can go on. All right. It should, however, be noted that Lovecraft's own adoption of materialism stemmed not from 19th century physics, but from biology. Whether he was directly familiar with the German-American biologist Jacques Loeb, who was an advocate of mechanistic materialism, is unclear. But his views received wide circulation in the early 20th century. As a mechanist, Loeb was a firm believer in determinism and sought to study the behavior of organisms based solely on their physical and chemical properties. He emphasized instinct in both animals and human beings as the deterministic trigger of behavior. His paper, The Mechanistic Conception of Life, 1912, was immensely influential. Indeed, to this day, scientists working in the life sciences are becoming increasingly materialistic and deterministic, whereas some astrophysicists
remain much more inclined toward uncertainty on these issues. Eliot était très conscient de cette théorie de la relativité, mais au moment où il écrivait, elle était largement spéculative. Et ce qu'il en dit, c'est ceci. Le principe de la relativité est loin d'être considéré comme un fait établi, mais c'est l'une des hypothèses les plus curieuses qui a été conçue par l'homme. Il faudrait cependant noter que Lovecraft, adoption du matérialisme, ne vient pas de la physique du XIXe siècle, mais de la biologie. Nous ne savons pas s'il avait une connaissance directe du biologiste germano-américain Jacques Loeb, qui était un partisan du matérialisme mécaniciste, mais ses opinions ont largement circulé au début du XXe siècle. En tant que mécaniste, Loeb croyait fermement au déterminisme et visait à étudier le comportement des organismes en se fondant seulement sur leurs propriétés physiques et chimiques. Il a mis l'accent sur l'instinct à la fois des animaux et des êtres humains comme quelque chose de déterminant quelque chose d'important dans le déterminisme de leur comportement. Son article qui s'intitule « La conception mécaniciste de la vie », publié en 1912, a eu énormément d'influence. Et jusqu'à présent, les hommes de science qui travaillent sur les sciences sont de plus en plus matérialistes et déterministes, alors que plusieurs des astrophysiciens ont tendance à être être davantage favorables à la notion d'incertitude sur ces questions. By 1921, therefore, having read Nietzsche, Haeckel, and Eliot, Lovecraft's solidly materialistic scheme seemed in place. Lovecraft felt at liberty to condemn various mystical philosophies of the time in tones of withering scorn. I quote, "Whenever we investigate the vague claims of these vitalists, Bergsonians, and creative evolutionists who speak of the non-materiality, universality, and continuity of life, we find their conceptions basically and essentially mythological and poetical. They have and can have no clear idea of what they really mean, but derive their images from allegory and obsolete metaphysics," end quote. Both Haeckel and Eliot had devoted much space to attacking these philosophies, notably vitalism, and Lovecraft felt himself on sure ground. By 1923, however, the fortress began to suffer attack from the very source of its strength, science. Vers 1921, ayant lu Nietzsche, Haeckel et Eliot, la conception solidement matérialiste de Lovecraft semblait établie. Lovecraft se sentait libre de condamner les philosophies mystiques de son temps de manière extrêmement méprisante. Je cite, quand nous interrogeons les propositions vagues de ces vitalistes bergsoniens et évolutionnistes créatifs qui parlent de la non-matérialité, de l'universalité, de la continuité de la vie, nous trouvons leur conception fondamentalement et essentiellement mythologique et poétique. Ils ne peuvent avoir aucune idée claire de ce qu'ils veulent vraiment dire, mais ils trouvent leurs images dans les allégories et dans une métaphysique qui est totalement désuète. Ah oui, pardon. Haeckel et Eliot ont tous les deux passé beaucoup de temps à attaquer ces philosophies, et en particulier le vitalisme. Et Lovecraft lui-même se sentait sur des bases solides.
Mais en 1923, la forteresse a commencé à souffrir des attaques à partir de la science elle-même. In the early decades of the 20th century, the somewhat cocksure materialism or monism of the later 19th century gave way to a more problematic understanding of both the atom and the nature and extent of the universe. Much of this work was the product of the invention or improvement of instruments such as the telescope, the spectroscope, and so on, as well as the development of photography, which had been invented in the early 19th century. Stars began to be classified by type depending on their age, temperature, and other factors. English astronomer Arthur S. Eddington pioneered the analysis of the internal structure of stars. American astronomer Edwin Hubble classified types of galaxies. Dans les premières décennies du XXe siècle, le matérialisme sûr de lui ou le monisme de la fin du XIXe ont laissé la place à une compréhension plus problématique aussi bien de l'atome et de la nature et de l'étendue de l'univers. L'essentiel de ce travail était le produit de l'invention de l'amélioration d'instruments tels que le télescope, le spectroscope, etc., ainsi que le développement de la photographie qui avait été inventé au début du XIXe. Les étoiles ont commencé à être classées par type dépendant de leur âge, de la température et d'autres facteurs. L'astronome anglais Arthur Eddington a été l'un des pionniers dans l'analyse de la structure interne des étoiles et l'astronome américain Edwin Hubble a classé différents types de galaxies. But the most spectacular development was the propounding of the special and general theory of relativity, 1905 and 1915, by German Jewish physicist Albert Einstein, which was thought by many to have overthrown Newtonian physics. In fact, Newton's theories were still correct in their essence. The theory of relativity not only provided a formula for the conversion of matter into energy, but established the intimate relationship of particles, space, and time into what came to be called the space-time continuum. Space-time was now believed to be an immense but ultimately finite and closed system rather than the spatially infinite system postulated by Newton. Mais le développement le plus spectaculaire a été bien sûr l'affirmation de la théorie la relativité spécifique et ensuite généralisée de l'Albert Einstein, qui a été considérée par beaucoup comme une mise à bas de la physique newtonienne, la relativité restreinte, de la physique newtonienne. Et en fait, les théories de Newton étaient toujours correctes globalement. La théorie de la relativité non seulement a fourni une formule pour la conversion de la matière en énergie, mais a établi la relation intime une relation, oui, d'intimité entre guillemets entre les particules, l'espace et le temps, et ce qui a constitué évidemment ce qu'on a appelé le continuum spatio-temporel. Le space-time, c'est-à-dire l'espace-temps, a été considéré comme un système fini et clos, en quelque sorte, plutôt que le système infini spatialement postulé par Newton. At the opposite end of the cosmic spectrum, Wilhelm Röntgen's discovery of X-rays in 1895 led to the discovery of radium and other radioactive elements. There were further analyses of the nuclei of the atom in the 1910s and 1920s, including the discovery of neutrons by New Zealand physicist Ernest Rutherford. One of the most disturbing findings was quantum theory propounded by German physicist Max Planck in 1900, subsequently developed by Werner Karl Heisenberg and Erwin Schrödinger. This theory upended the theory of the atom as a miniature solar system as advanced by Rutherford and Niels Bohr.
it was believed that quantum theory destroyed mechanism or determinism, but it did so only at the subatomic level, leading to the conclusion that, quote, the regularity which is found in macrocosmic phenomena is a statistical average. À l'opposé de ce spectre cosmique, la découverte par Röntgen des rayons X en 1895 a conduit à la découverte du radium et d'autres éléments radioactifs. Il y a d'autres analyses du noyau de l'atome dans les années 10 et 1920, incluant la découverte des neutrons par Ernest Rutherford. L'une des découvertes les plus troublantes a été bien sûr la théorie des quanta avec Max Planck, développée ensuite par Heisenberg et Schrödinger. Cette théorie a présenté l'atome comme un système solaire en miniature, ce qui a été mis en avant par Rutherford et Niels Bohr, qui considéraient que la théorie des quanta détruisait le mécanisme ou le déterminisme, mais c'était le cas seulement au niveau subatomique, conduisant à la conclusion, je cite, que la régularité qu'on trouve dans les phénomènes macrocosmiques est une moyenne statistique. The effect of relativity on Lovecraft, as on other intellectuals of the day, was cataclysmic. I quote, "My cynicism and skepticism are increasing, and from an entirely new cause, the Einstein theory. The latest eclipse observations seem to place this system among the facts which cannot be dismissed, and assumedly it removes the last hold which reality or the universe can have on the independent mind. All is chance, accident, and ephemeral illusion. A fly may be greater than Arcturus, and Durfee Hill may surpass Mount Everest, assuming them to be removed from the present planet and differently environed in the continuum of space-time. There are no values in all infinity. The least idea that there are is the supreme mockery of all. All the cosmos is a jest, and fit to be treated only as a jest, and one thing is as true as another. I believe everything and nothing, for all is chaos, always has been, and always will be." Yes, this is a quotation that has been stated already in this conference. Donc, l'effet de la relativité sur Lovecraft, la manière dont il a réagi, était donc cataclysmique, hein, le terme qu'emploie Joshi. Donc, je cite cette longue citation qui a effectivement déjà été citée. Mon cynisme et mon scepticisme comment dirais-je, sont accentués par une cause totalement différente, la théorie d'Einstein. Les dernières observations des éclipses semblent placer le système parmi les faits qui ne peuvent être mis en cause, et ça enlève la dernière prise sur la réalité que l'univers peut avoir sur l'esprit indépendant. Tout est hasard, accident et illusion éphémère. Une mouche peut-être plus grande que Arcturus et Durfee Hill, donc petite colline, peut surpasser le mont Everest, en assumant que ces éléments pourraient être déplacés de notre planète actuelle et placés dans un environnement différent dans le continuum spatio-temporel. Il n'y a pas de valeur dans toute l'infinité. La moindre idée est que tout ceci est une moquerie. Tout le cosmos est une plaisanterie et doit être traité comme une plaisanterie. Et une chose est aussi juste qu'une autre, aussi vraie qu'une autre. Donc je crois en tout et en rien parce que tout est chaos. Elle a toujours été et le sera toujours. Ça va, c'est clair? Bien.
It is unclear what information Lovecraft absorbed at this time. The above letter was written on 26 May 1923 that led to this somewhat hysterical conclusion. Various small articles in the New York Times in the spring of 1923 mentioned the verification of Einstein's theory. One article, published on 13 April 1923, notes that, quote, scientists at the Bureau of Standards engaged in checking up the Einstein theory of relativity by physical experiments have adduced further evidence tending to show its correctness, end quote. Only 6 days before Lovecraft's letter, the Times published an account of a series of lectures Einstein gave in Madrid outlining his theory. This article was published on a Sunday, and Lovecraft is known to have read the Sunday New York Times. Il n'est pas très, on se demande, il n'est pas très clair, on ne sait pas clairement ce que Lovecraft a lu à ce moment-là. Cette lettre a été écrite le 26 mai 1923 et a conduit à cette conclusion un peu hystérique. Plusieurs articles dans le New York Times dans le printemps 1923 mentionnent cette vérification de la théorie d'Einstein. Un article publié le 13 avril 1923 note que, je cite, les hommes de science au bureau se sont engagés à vérifier la théorie de la relativité d'Einstein à partir d'expérimentations physiques qui ont ajouté qui ont prouvé encore davantage qu'elle était correcte. 6 jours avant la lettre de Lovecraft, le Times a publié un compte-rendu d'une série de conférences que Einstein a données à Madrid présentant sa théorie. Cet article a été publié un dimanche et Lovecraft on sait que Lovecraft a lu le New York Times ce dimanche-là. Needless to say, Lovecraft did not have the expertise in astrophysics to understand Einstein. In early 1929, Frank Belknap Long recommended that Lovecraft read Bertrand Russell's The ABC of Relativity, 1925, an admirable layman's guide to the subject. But there is no evidence that Lovecraft read this book. Indeed, and yet it is remarkable that later in 1929, he expounded the philosophical ramifications of the theory in a far more rational way than he had done 6 years earlier. In presenting a vigorous defense of what he calls Haecelian monism, although by now it is really nothing of the sort, against modern-day Einstein twisters, Lovecraft is concerned to defend 2 of Eliot's 3 principles of materialism, denial of teleology and assertion of monism, from relativistic mystics or mystical relativists. En fait, on le sait, Lovecraft n'avait pas l'expertise en astrophysique qui lui permettait de comprendre Einstein. En début 1929, Frank Belknap-Long a recommandé à Lovecraft de lire l'ABC de la relativité de Bertrand Russell, un guide sur le sujet, mais il n'y a aucune évidence que Lovecraft a lu ce livre. Et cependant, il est remarquable qu'en 1929, il a exposé les ramifications philosophiques de cette théorie d'une manière plus rationnelle que ce qu'il avait fait 6 ans auparavant, en présentant une défense vigoureuse de ce qu'il appelle le monisme d'Haeckel, contre les Einstein twisters, c'est-à-dire ceux qui ont tordu, qui ont déformé la théorie d'Einstein. Lovecraft a voulu défendre 2 des 3 principes du matérialisme d'Eliot, dont on a parlé, le refus de la téléologie et l'assertion du monisme contre les mystiques relativistes ou les relativistes mystiques. As for the first, this is a long quotation, the actual cosmos of patterned energy, including what we know as matter, is of a contour and nature absolutely impossible of realization by the human brain. And the more we learn of it, the more we perceive this circumstance. All we can say of it
is that it contains no visible central principle so like the physical brains of terrestrial mammals that we may reasonably attribute to it the purely terrestrial and biological phenomenon called conscious purpose, and that we form, even allowing for the most radical conceptions of the relativists, so insignificant and temporary a part of it, whether all space be infinite or curved, and transgalactic distances constant or variable, we know that within the bounds of our stellar system, no relativistic circumstance can banish the approximate dimensions we recognize. The relative place of our solar system among the stars is as much a proximate reality as the relative positions of Providence, New York, and Chicago, that all notions of special relationships and names and destinies expressed in human conduct must necessarily be vestigial myths. Oui, le cosmos d'énergie qui inclut ce que nous appelons maintenant la matière est d'une nature et d'un contour absolument impossible à visualiser par le cerveau humain. Et plus nous en savons, plus nous nous rendons compte de cette impossibilité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun principe visible central qui serait équivalent des cerveaux physiques des mammifères terrestres que nous pourrions raisonnablement attribuer à un phénomène biologique et terrestre appelé conscious purpose, c'est-à-dire volonté consciente, disons. Et nous pouvons former, c'est un peu compliqué là, et même en prenant en compte les conceptions les plus radicales de la relativité, nous jouons un rôle si insignifiant et temporaire, alors que tout l'espace est infini et courbé, et que les distances transgalactiques sont constantes ou variables. Nous savons qu'à l'intérieur de ces frontières du système solaire, aucun relativiste ne peut empêcher des dimensions approximatives de ce que nous pouvons reconnaître. La place relative de notre système solaire parmi les étoiles est d'une réalité aussi approximative que la position relative de Providence à New York et de Chicago. Que toutes les notions de relations spéciales, de nom, de destinée qui s'expriment dans la conduite humaine ne peuvent être que des vestiges mythiques, des mythes vestiges, des vestiges de mythes, oui, on peut traduire ça comme ça. Bon, ça, c'est Lovecraft qui en parle, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça à traduire. Yes, go on, ST. Yeah. Lovecraft is even more emphatic on the other point. I quote, "The truth is that the discovery of matter's identity with energy and of its consequent lack of vital intrinsic difference from empty space is an absolute coup de grace to the primitive and irresponsible myth of spirit. For matter, it appears, really is exactly what spirit was always supposed to be. Thus, it is proved that wandering energy always has a detectable form, that if it doesn't take the form of waves or electron streams, it becomes matter itself, and that the absence of matter or any other detectable energy form indicates not the presence of spirit, but the absence of anything whatever." Bon, Lovecraft est encore plus clair sur l'autre point. La vérité, c'est que la découverte de l'identité de la matière avec l'énergie et de son manque de différence avec l'espace vide est un coup de grâce absolu à l'idée, à la notion primitive d'esprit. Parce que la matière, semble-t-il, est exactement ce que l'esprit est supposé être. Donc, il est prouvé que l'énergie a toujours une forme discernable,
que s'il ne prend pas la forme d'onde ou de courant de courant d'électrons, cela devient la matière elle-même, et que l'absence de matière ou aucune autre forme d'énergie n'indique non pas la présence de l'esprit, mais l'absence de quoi que ce soit. This entire letter must be read to appreciate Lovecraft's really admirable reconciliation of Einstein and materialism here. I have no doubt that Lovecraft derived much of his data from contemporary literature on the subject, perhaps in the form of magazine or newspaper articles, but the vigor of his writing argues for a reasoned synthesis that is surely his own. Oui, la lettre doit être lue pour apprécier Lovecraft de réconciliation d'Einstein et du matérialisme. Je me doute que Lovecraft a emprunté plusieurs de ses données à la littérature contemporaine sur le sujet, sans doute sur la forme de journaux ou de magazines, d'articles de journaux ou de magazines, mais la vigueur de son écriture plaide pour une synthèse raisonnée qui est sûrement la sienne. The other earth-shaking discovery of early 20th century science was quantum theory. Like Einstein, Max Planck had proposed it at the turn of the century, 1900, but it was long before the scientific or philosophical world took notice of it. Quantum theory asserts that the action of certain subatomic particles is inherently random, so that we can only establish statistical averages of how a given reaction will transpire. Lovecraft addresses quantum theory, to my knowledge, only once in his correspondence in a letter of 1930. Quote, "What most physicists take the quantum theory at present to mean is not that any cosmic uncertainty exists as to which of several courses a given reaction will take, but that in certain instances no conceivable channel of information can ever tell human beings what courses will be taken or by what exact course a certain observed result came about." Oui, l'autre découverte marquante du début du XXe siècle, c'est évidemment la théorie des quanta. Comme Einstein, Max Planck l'a proposé au début du siècle, en 1900, mais il a fallu un certain temps avant que le monde philosophique et scientifique le prenne en compte. La théorie des quanta affirme que l'action de certaines particules subatomiques est hasardeuse, de sorte que nous pouvons établir des statistiques moyennes de la manière dont telle ou telle réaction va se comporter. Lovecraft commente la théorie des quanta seulement une fois dans sa correspondance, dans une lettre de 1930. Voilà ce qu'il dit. Ce que la plupart des physiciens considèrent comme la théorie des quanta est qu'il n'y a aucune incertitude cosmique concernant le type de réaction, mais que dans certains cas, ce qui n'est pas concevable, no conceivable channel of information, aucun type d'information ne pourra jamais dire aux êtres humains quel chemin ils doivent prendre ou quel chemin exact une observation, un résultat d'observation peut... Pardon. Excusez-moi. Sorry. What exact course? On ne sait pas exactement ce qui va se passer quand on fait une expérience. Il est clair de ce fait que Lovecraft répète simplement les vœux. I haven't read that part yet. Oh, sorry, I haven't read that. Okay. Yeah. Go on. Yeah. I'll just read the rest of that paragraph. It is clear from this that Lovecraft is merely repeating the views of experts. He readily acknowledged his hopeless inability to understand the particulars of the theory. The point Lovecraft is trying to establish is that the uncertainty of quantum theory is not ontological but epistemological. That is, that it is only our inability
an inherent inability, not merely some deficiency in our sense perception or general reasoning capacity, to predict the behavior of subatomic particles that results in uncertainty. Even this admission must have been a difficult one for Lovecraft to make, for it shatters the theoretical possibility that the human mind can someday absolutely predict the course of nature if it has enough evidence at its disposal. Nevertheless, this conclusion, although accepted by Einstein in his celebrated dictum, God does not play dice with the cosmos, appears to be wrong. Il est clair que Lovecraft répète simplement les vues des experts. Il s'est déjà rendu compte de l'impossibilité de comprendre les détails de cette théorie. Ce que Lovecraft essaye d'établir, c'est l'incertitude de la théorie des quanta, qui n'est pas ontologique, mais épistémologique. C'est seulement notre inadéquation inhérente, non pas une déficience de nos perceptions, de nos sens, ou de notre capacité de raisonnement, de prédire le comportement des particules subatomiques qui résultent dans l'incertitude. Même cette proposition a dû être quelque chose de difficile à admettre pour Lovecraft, car elle met en pièces la possibilité théorique que l'esprit humain pourra un jour prédire le cours de la nature s'il a suffisamment de preuves à sa disposition. Néanmoins, cette conclusion aussi acceptée par Einstein dans sa célèbre formule « le Dieu ne joue pas au dé avec le cosmos » semble fausse. Bertrand Russell est clair sur ce point. Let me continue here. Yeah. Bertrand Russell is clear on the point. Quote, "In quantum theory, individual atomic occurrences are not determined by the equations. These suffice only to show that the possibilities form a discrete series and that there are rules determining how often each possibility will be realized in a large number of cases. There are reasons for believing that this absence of complete determinism is not due to any incompleteness in the theory, but is a genuine characteristic of small-scale occurrences. The regularity which is found in macrocosmic phenomena is a statistical regularity. Phenomena involving large numbers of atoms remain deterministic, but what an individual atom may do in given circumstances is uncertain, not only because our knowledge is limited, but because there are no physical laws giving a determinate result." Donc, Bertrand Russell dit, dans la théorie des quanta, les occurrences atomiques individuelles, d'atomes individuels, ne sont pas déterminées par des équations. Celles-ci ne montrent seulement que les possibilités forment une série discrète et qu'il y a des règles qui déterminent comment chacune de ces possibilités va être actualisée dans un certain nombre de cas, donc évidemment statistiques. Il y a des raisons de croire que cette absence de déterminisme complet n'est pas liée à le caractère incomplet de cette théorie, mais comme une véritable caractéristique de ces occurrences. La régularité qui est trouvée dans les phénomènes macroscopiques est une régularité statistique. Les phénomènes impliquant un large nombre d'atomes restent déterministes, mais ce que l'atome individuel peut faire dans certaines circonstances est incertain, pas seulement parce que notre connaissance est limitée, mais parce qu'il n'y a pas de loi physique qui donne un résultat déterminé. Donc c'est dans connaissance humaine et ses limites. The importance of this utterance, at least to Lovecraft, if he could have read it, is in the notion that macrocosmic phenomena are still deterministic. And yet,
In the late 20s and early 30s, quantum theory was, in effect, hailed as shattering the first of Eliot's materialistic principles, the uniformity of law, just as relativity was thought to have shattered or at least qualified the second and third. We now know, insofar as we really know the ultimate ramifications of quantum theory, that the uniformity of law is itself only qualified and perhaps not even in a way that has any philosophical significance. Certainly it is odd that quantum theory resembles the old Epicurean notion of the swerve of atoms, but in fact the relation is not merely inexact. In quantum theory we are dealing with subatomic particles, not atoms, but wholly superficial and fortuitous. But is free will resurrected by quantum theory? It certainly does not appear so. J.L. Mackie writes, I quote, "The crucial but so far unanswered question is whether there are processes by which random subatomic occurrences trigger larger scale neural processes and so introduce some randomness into them. There could be a forceful case for indeterminism about actions along these lines, but what it would give us instead of causal regularity is literally randomness, and this is not the kind of contra-causal freedom for which the moralists who dislike determinism are looking." L'importance de cette déclaration, au moins pour Lovecraft, s'il a pu la lire, c'est la notion de phénomène, que la notion de phénomène macroscopique est toujours déterministe. Et cependant, dans la fin des années 20 et au début des années 30, la théorie des quanta a été considérée comme mettant en pièces, enfin fracassant le premier des principes matérialistes de Eliot, l'uniformité de la loi, tout comme la relativité, a considéré comme ayant été altérée, disons, ou au moins nuancée, la seconde et la troisième affirmation, toujours de Eliot. Nous savons maintenant, au moins dans la mesure où nous connaissons les ramifications ultimes de la théorie des quanta, que l'uniformité de la loi elle-même doit être nuancée et peut-être d'une manière qui n'a pas de signification philosophique. Il est certainement étrange que la théorie des quanta ressemble à la vieille notion épicurienne du mouvement des atomes, mais en fait, la relation n'est pas simplement inexacte. Dans la théorie des quanta, nous intéressons aux particules subatomiques et non pas aux atomes, mais de manière superficielle et fortuite. Mais est-ce que le libre arbitre peut être ressuscité par la théorie des quanta? Ce n'est certainement pas le cas. Selon J.L. Mackie. Yes? Yeah, I think I read the quotation there. Oh, sorry. Yeah. La question cruciale, mais qui n'a toujours pas reçu de réponse, c'est de savoir s'il y a des processus par lesquels les occurrences subatomiques hasardeuses créent des processus neuraux à une large échelle et donc introduisent une certaine incertitude dans ces processus. Ceci pourrait être une manière de défendre la notion d'indéterminisme à propos de ces actions. Mais ce qui donnerait davantage de régularité causale est littéralement l'action de certaines partitions subatomiques. Non, c'est pas ça. Ce qui, devrait donner de la régularité causale est littéralement le hasard. Et ce n'est pas cette forme de liberté qui va contre la causalité que les moralistes qui n'aiment pas le déterminisme sont en train de rechercher. In the final analysis, Lovecraft weathered the storms of relativity and quantum theory and remained a modified materialist.
In this, he could join company with Bertrand Russell, who wrote as late as 1957, quote, "The question of materialism as understood in the past depended upon the notion of substance. In this old sense, no one who rejects substance can be a materialist. Nor can we be materialists in the sense of believing that there are no mental events. Mental events are more certain than physical events, since the physical is inferred from the mental by inferences which confer only probability upon their conclusions. But there is still a sense in which something closely akin to materialism may be true, though it would be rash to say that it is. This sense has to do with the causal supremacy of physics. There is no reason whatever to suppose that living matter obeys laws different from those obeyed by dead matter. Although atomic physics is no longer deterministic, the physics of bodies of appreciable size remains deterministic as it used to be. If there is a correlation between the state of the brain and the state of the mind, as it is plausible to suppose, then the laws of physics, together with the laws of this correlation, suffice to determine states of mind, unless, what seems improbable, the correlation is with a few atoms, not with larger portions of the brain. There is therefore some reason, though by no means conclusive reason, for regarding the laws of physics as, in a sense, controlling our mental life. This is a large part of what materialists have contended, and this part of their contention may be true. Oui, donc Lovecraft a fini par comment dirais-je, surmonter les orages de la relativité et de la théorie des quanta et rester un matérialiste légèrement nuancé. Et en ceci, il rejoint donc Bertrand Russell, qui écrit en 1957 « La question du matérialisme telle qu'elle est comprise dans le passé dépend de la notion de substance. Dans ce sens-là, personne qui rejette la substance ne peut être un matérialiste. Nous ne pouvons non plus être matérialistes dans le sens de croire qu'il n'y a pas d'événements psychiques. Les événements psychiques sont certainement plus sûrs que les phénomènes physiques. Pardon, les phénomènes mentaux sont certainement plus sûrs que les phénomènes physiques, puisque le physique est induit du mental par des inférences qui confèrent seulement une probabilité en ce qui concerne leur conclusion. Mais il y a toujours un sens dans lequel quelque chose de proche du matérialisme peut être vrai, bien qu'il soit peut-être difficile de le dire ainsi. Cette signification a quelque chose à voir avec la suprématie causale de la physique. Il n'y a pas de raison de supposer que la matière vivante obéit à des lois différentes de celles à laquelle la matière morte obéit. Bien que la physique atomique n'est plus déterministe, la physique des corps de taille raisonnable, disons, reste déterministe, comme elle l'a été. Ici, il y a une corrélation entre l'état du cerveau et l'état de l'esprit, tel qu'on peut le supposer. Bien, à ce moment-là, les lois physiques, en même temps que les lois de cette corrélation, suffisent à déterminer des états d'esprit, des états psychiques, à moins que ce qui semble improbable, cette corrélation concerne des atomes en nombre limité, mais non pas avec des portions importantes du cerveau. Donc au niveau plutôt de quelques atomes et non pas dans des portions larges du cerveau. Il y a cependant quelques raisons, mais pas de raisons conclusives, pour considérer les lois de la physique comme, dans un certain sens, contrôlant notre vie mentale, notre vie psychique. C'est largement ce que les matérialistes ont
défendue, et cette part de leur argumentation peut rester vraie. Pardon. All apart from understanding the revolutionary new findings in science, Lovecraft was keen on refuting the notion that these new discoveries in any way made religious conceptions any more plausible than they were. Lovecraft, as an atheist from the age of 12 onward, was well aware that a few physicists in the 1920s and 1930s were undertaking to reconcile science and religion, in an undeniable attempt to bolster the latter after the work of 19th century scientists, notably Darwin and other evolutionists, had rendered the central contentions, the existence of a benevolent personal God and the existence of a soul and afterlife, increasingly unlikely. À part le fait de comprendre ces découvertes révolutionnaires, ces découvertes scientifiques révolutionnaires, Lovecraft voulait absolument réfuter la notion que ces nouvelles découvertes rendaient les conceptions religieuses plus plausibles qu'elles ne l'étaient. Lovecraft était un athée depuis l'âge de 12 ans et il était parfaitement conscient que les physiciens des années 20 et 30 peu de physiciens des années 20 et 30 tentaient de réconcilier la science et la religion après la volonté de mettre en évidence cette dernière au XIXe siècle, notamment Darwin et d'autres évolutionnistes avaient rendu cette possibilité, l'existence d'un Dieu bienveillant, personnel, et l'existence d'une âme et d'une vie après la mort de plus en plus improbable. One of the chief figures in this tendentious undertaking was Robert Andrews Millikan. This American physicist won the Nobel Prize for Physics in 1923 and made genuine contributions to the study of the electron, photoelectricity, and other subjects. He was also a long-time president of the California Institute of Technology. But when it came to religion, he found himself unable to apply his scientific knowledge in any cogent manner, with the result that he desperately sought to find a place for religion in the modern world. Millikan's writings on the subject, such as Evolution in Science and Religion, 1927, exhibit the dangers of venturing out of one's area of expertise. This small book reveals a fundamental misconstrual of the very nature of Darwin's theory of evolution, which Millikan maintains demonstrates, quote, the idea that nature is at bottom benevolent, unquote, a view that he maintains has now become well-nigh universal. Although he criticizes both religious fundamentalism and atheism as instances of irrational dogmatism, he actually believes the former to be preferable because the latter, quote, is essentially the philosophy of pessimism, denying as it does that there is any purpose or trend in nature or any reason for our trying to fit into and advance a scheme of development, and any such denial is a direct contradiction of the evolutionary findings of all modern science. L'un de ceux qui a tenté de faire ce lien problématique était Andrews Millikan, physicien américain qui a gagné le prix Nobel en 1923 et a contribué largement à l'étude des électrons, de l'électricité, de la photoélectricité et d'autres sujets. Il a été aussi longtemps président de l'Institut technologique californien, mais quand il s'agit de la religion, il a été incapable d'appliquer sa connaissance scientifique de manière cohérente, d'où le fait qu'il a tenté de trouver une place pour la religion dans le monde moderne. Les écrits de Millikan sur ce sujet, tels que L'évolution de la science et la religion en 1927, montrent les dangers de s'aventurer en dehors de son champ de connaissances, de champ de compétences. Ce petit livre montre une méconnaissance fondamentale de la nature de la théorie de l'évolution de Darwin,
alors que Millikan démontre que l'idée de la nature, l'idée que la nature est fondamentalement bienveillante, une opinion qu'il maintient et qui a soi-disant est devenue universelle. Bien qu'il critique à la fois le fondamentalisme religieux et l'athéisme comme des exemples de dogmatisme irrationnel, il continue de croire que donc le fondamentalisme religieux est préférable parce que l'athéisme est essentiellement une philosophie du pessimisme qui nie qu'il n'y a une volonté, enfin quelque chose qui est de l'ordre d'un objectif, ou d'un courant naturel, ou qu'il y a une raison de croire en un schéma de développement, et que ce déni est une contradiction directe des théories évolutionnistes de la science moderne. Arthur S. Eddington's chapter on science and mysticism in The Nature of the Physical World, 1929, is not much better. He maintains that, quote, the idea of a universal mind or logos would be, I think, a fairly plausible inference from the present state of scientific theory. But even so, the best he can do is to recommend a mystical religion, presumably because it cannot be so easily cut down by the ruthless scythe of science. Arthur Eddington, le chapitre d'Arthur Eddington dans Science et mystique ne vaut pas mieux. Il maintient que l'idée d'un esprit universel ou d'un logos serait possible, pourrait être inférée de l'état présent de la science, de la théorie scientifique, mais de toute façon, la seule chose qu'il puisse faire, c'est de recommander une religion mystique, sans doute parce qu'il ne peut véritablement s'affranchir de la faucille impitoyable de la science, de la faux impitoyable de la science, pardon. Then there's the very curious Religion in the Making, 1926, by Alfred North Whitehead. Whitehead was an English mathematician who collaborated with Bertrand Russell on Principia Mathematica, but he then turned his attention to questions of metaphysics and religion. His little book is written in such a cloudy and abstract manner, with a liberal use of self-coined jargon, that the result is a serious confusion as to what he actually means. Whitehead is well aware that we have reached a stage where religious belief is far more difficult than in prior ages. Quote, the modern world has lost God and is seeking him. And he also does not shy away from the harm that religion has done. History down to the present day is a melancholy record of the horrors which can attend religion. But his solution that the truths disclosed in the religious experience of mankind are to be settled by some direct intuition into the ultimate character of the universe is more than a little baffling. In effect, what Whitehead calls religion is really indistinguishable from ethics. Quote, the peculiar character of religious truth is that it explicitly deals with values. Although it does not appear that Whitehead even recognizes any such thing as a secular ethics. And his numerous and shifting definitions of God, for example, God, who is the ground antecedent to transition, must include all possibilities of physical value conceptually, thereby holding the ideal forms apart in equal conceptual realization of knowledge, end quote, are, assuming they are even intelligible, emphatically akin to Pascal's God of the philosophers. So there's a change of translator. Okay. Because he needs to rest for a little bit. Yeah, I'm sure. I'll do my best. Okay. Je vais faire de mon mieux parce que je découvre.
Il y a donc ensuite le très curieux La religion en création de Alfred North Whitehead, 1861-1947, qui était un mathématicien anglais qui a collaboré avec Bertrand Russell sur Principia Mathematica, 1910-1913, et qui a ensuite tourné son attention sur des questions de métaphysique et de religion. Son petit ouvrage est écrit d'une manière tellement abstraite et tellement obscure, avec une utilisation libérale d'un jargon qu'il avait créé lui-même, que le résultat n'est qu'une confusion sérieuse sur ce qu'il voudrait dire, tout simplement. Whitehead est très conscient que nous avons atteint une phase où la croyance religieuse est bien plus compliquée qu'aux époques précédentes. Je cite, « Le monde moderne a perdu Dieu et est à sa recherche ». Fin de citation. Et il ne recule pas, il ne nie pas les dommages que la religion a fait. Je cite, « L'histoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est une accumulation malheureuse des horreurs que peut produire la religion. Mais sa solution, que, je cite, « les vérités révélées par l'expérience religieuse de l'humanité doivent être réglées avec une intuition directe du caractère ultime de l'univers », fin de citation, est plus que déconcertante. En effet, ce que Whitehead appelle religion n'est en fait pas vraiment différent de l'éthique. Je cite, la caractéristique particulière de la vérité religieuse, c'est qu'elle traite explicitement des valeurs, même s'il ne semble pas que Whitehead reconnaisse qu'il existe une chose telle qu'une éthique qui ne soit pas religieuse. Et ces définitions nombreuses et qui se transforment elles-mêmes de Dieu. Par exemple, je cite, « Dieu qui est l'antécédent de la transition et inclut toutes les possibilités de la valeur physique conceptuelle, contient donc les formes idéales comme étant égales dans la réalisation conceptuelle de la connaissance. » Ces définitions, donc, sont elles-mêmes inintelligibles et par emphase ressemblent à la définition que donnait Pascal du, je cite, « Dieu des philosophes ». I think that's where you left off. Yeah. I should mention, I have no idea what Eliot or what Whitehead's definition of God is about. I can't make any sense I think of it. no one has any idea. Yeah. Anyway, Lovecraft reveals an awareness of several of these figures, and while admiring their purely scientific discoveries, is notably skeptical regarding their opinions on religion. In 1930, he stated, quote, "Truth never comes from the study of any one science, however profound it may be. That is why so many men, erudite in a single special field, retain such childish ideas concerning the universe as a whole, why Millikan and Eddington are religious, and so on. This view may have been derived from Harry Elmer Barnes's hard-hitting treatise, The Twilight of Christianity, 1929, although I have not found any definitive evidence that Lovecraft read this book." Lovecraft révèle qu'il a conscience de telles figures, de plusieurs de telles figures, et même s'il admire leurs découvertes scientifiques fondamentales, il est sceptique quant à leurs opinions sur la religion. En 1930, il affirme, je cite, « La vérité n'émerge jamais de l'étude d'aucune science unique, si profonde soit-elle. C'est la raison pour laquelle tant d'hommes érudits dans un domaine bien spécifique gardent toujours des idées très naïves, voire infantiles, en ce qui concerne l'univers dans son ensemble. » Pourquoi Millikan et Eddington sont des religions, etc. Ce point de vue est peut-être dérivé du traité de Harry Elmer Barnes
le crépuscule de la chrétienté en 1929, même si M. Joshi n'a pas trouvé de preuves concluantes, enfin de preuves sûres, de preuves certaines que Lovecraft ait lu ce livre. When it comes to the most celebrated physicist of them all, Albert Einstein, the picture is a bit murkier, in large part due to Einstein's own ambiguity when speaking of his religious views. Einstein was raised in a non-observant Jewish family in Bavaria. He was taught Catholicism at school and Judaism privately. He appears to have evolved a kind of religion of nature as a youth, but by his teenage years he had become an avowed skeptic and freethinker. And yet Einstein vigorously denied that he was an atheist or a pantheist, as he mistakenly believed Spinoza, one of the most significant influences upon his religious thought, to be. Et en ce qui concerne le physicien le plus célébré de tous, Albert Einstein, la situation est un petit peu plus trouble. C'est en grande partie dû à l'ambiguïté même d'Einstein lorsqu'il s'exprime sur ses opinions religieuses. Einstein a été élevé dans une famille juive non pratiquante de Bavière. Il a appris le catholicisme à l'école et le judaïsme en privé, dans sa vie privée. Il semble avoir développé une sorte de religion de nature naturelle dans sa jeunesse, mais dans son adolescence, il était devenu un fervent sceptique et libre penseur. Et pourtant, Einstein niait fermement être athée ou panthéiste, ce qu'il croyait à tort qu'était Spinoza, l'une de ses plus profondes influences sur ses croyances religieuses. At the height of his celebrity in the 1930s and 1940s, Einstein was repeatedly asked to spell out his understanding of religion, and he did so in several short articles. The first, Religion and Science, published in the New York Times Magazine, 9 November 1930, he put forth a cosmic religious feeling that he believed is the strongest and noblest motive for scientific research. But when he elaborates upon this seemingly curious notion, a, quote, deep conviction of the rationality of the universe and a yearning to understand it, it becomes clear that what Einstein is proposing is a sort of latter-day deism. Au pic de sa célébrité, dans les années 30 et 40, on a souvent demandé à Einstein de d'écrire, d'expliquer la manière dont il comprenait la religion, et il l'a fait dans plusieurs courts articles. Le premier, La religion et la science, publié dans le New York Times Magazine du 9 novembre 1930, met en avant, je cite, un sentiment religieux cosmique dont il croyait que c'était le plus fort et le plus noble, la motivation la plus forte et la plus noble de la recherche scientifique. Mais quand il décrit plus en profondeur cette notion à l'apparence un peu étrange, à savoir une conviction profonde de la rationalité de l'univers et un désir profond de comprendre, il devient évident que ce qu'Einstein propose, c'est une sorte de déisme avancé. Einstein's cloudiness in expressing his views and his evident intention not to offend the conventionally religious ended up satisfying no one. He was seeking to diffuse the conflict of science and religion by, on the one hand, maintaining that scientists were practicing religion in some fashion, even to the extent of asserting falsely that they are imbued with, quote, the faith in the possibility that the regulations valid for the world of existence are rational, when in fact this notion is in itself a rational assumption based upon the proven regularity of natural phenomena. And on the other hand, by portraying a fantastical idea of religion denuded not merely of a personal God, but also of any essential connection with morality. Quote, the ethical conduct of man should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs,
no religious basis is necessary, with the result that religion is reduced to a sort of generalized and non-doctrinal perspective. Quote, "It is one of the goals of religion to liberate mankind as far as possible from the bondage of egocentric cravings, desires, and fears that very few people could ever practice." Le caractère un peu obscur d'Einstein quand il explique ses opinions et son intention manifeste de ne pas offenser les personnes à la religion plus conventionnelle a fini par ne satisfaire personne. Il cherchait à désamorcer le conflit de la science et de la religion d'une part en maintenant que les scientifiques pratiquaient la religion d'une certaine manière, jusqu'au point où il affirme à tort qu'ils ont, je cite, la foi dans la possibilité que les règles valides du monde de l'existence sont rationnelles, quand en fait cette notion est elle-même une supposition rationnelle basée sur la régularité des phénomènes naturels. Et d'autre part, en faisant le portrait d'une idée fantastique de religion qui serait dénuée non seulement d'un Dieu personnel, mais aussi de tout lien essentiel avec la moralité. Je cite, « La conduite éthique de l'homme devrait être basée de manière concrète sur l'empathie, l'éducation et les liens sociaux, les liens et besoins sociaux. Aucune base religieuse n'est nécessaire. » Fin de citation. Le résultat est que la religion est réduite à une sorte de perspective généralisée non doctrinale. Je cite, « C'est l'un des buts de la religion de libérer l'humanité autant que possible des liens, du carcan des désirs égocentriques et des peurs égocentriques que très peu auraient pu en fait pratiquer. » Lovecraft almost certainly read Einstein's 1930 essay. Only a few days after it appeared, he notes that, quote, "Einstein has much to say of religion, which to him means a human emotion of ecstasy excited by the individual's correlation of himself with the cosmos. But he does not use the language of genes," that's James' genes. He goes on to state shrewdly that, quote, "According to any person following the Christian religion in its basic essence, be he papist, Catholic, or Protestant, both Genes and Einstein are definite atheists." Il est presque sûr que Lovecraft a lu l'essai d'Einstein paru en 1930. Quelques jours à peine après sa parution, Lovecraft note que, je cite, « Einstein a beaucoup à dire sur la religion qui pour lui représente une émotion humaine d'extase excité par la corrélation de l'individu avec le cosmos. Mais il n'utilise pas le langage de Jeans, donc James Jeans. Et Lovecraft poursuit en affirmant éhontément que, je cite, selon n'importe quelle personne qui suive la religion chrétienne fondamentale, les fondements de la religion chrétienne, donc qu'ils soient catholiques ou protestants, à la fois Einstein et Jeans sont définitivement des athées. On the overall question of the new uncertainties introduced by astrophysics and their effect upon contemporary religious thought, Lovecraft is incisive, speaking of the, quote, "new mysticism or neo-metaphysics bred of the advertised uncertainties of recent science, Einstein, the quantum theory, and the resolution of matter into force. Although these new turns of science don't really mean a thing in relation to the myth of cosmic consciousness and teleology, a new brood of despairing and horrified moderns is seizing on the doubt of all possible knowledge which they imply, and is deducing therefrom that, since nothing is true, therefore anything can be true, whence one may invent or revive any sort of mythology that fancy or nostalgia or desperation may dictate, and defy anyone to prove that it isn't emotionally true, whatever that means.
This sickly, decadent neo-mysticism, a protest not only against machine materialism, but against pure science with its destruction of the mystery and dignity of human emotion and experience, will be the dominant creed of middle 20th century aesthetes, as the T.S. Eliot and Aldous Huxley penumbra well prognosticate. Sur la question générale des nouvelles incertitudes introduites par l'astrophysique et leurs effets sur la pensée religieuse contemporaine, Lovecraft se montre incisif en parlant de, je cite, de ce nouveau mysticisme et de cette néométaphysique issue des incertitudes largement diffusée de la science récente. Einstein, la théorie quantique et la résolution de la matière par la force. Même si ces nouvelles tournures de la science ne représentent pas grand-chose en lien avec le mythe de la conscience cosmique et la théologie, une nouvelle espèce de modernes qui désespèrent et sont horrifiés, se saisit du doute que toute connaissance positive, de ce qu'implique toute connaissance positive. On peut en déduire donc que puisque rien n'est vrai, cela signifie que tout peut être vrai, tout et n'importe quoi peut être vrai. Par suite, on peut inventer ou ressusciter n'importe quelle sorte de mythologie que l'imagination ou la nostalgie ou le désespoir peut dicter et défier quiconque de prouver que ce n'est pas vrai émotionnellement, quoi que ça veuille dire. Ce néomysticisme décadent et maladif est une manière de protester non seulement contre le matérialisme de la machine, mais contre la science pure, fondamentale, avec sa destruction du mystère et de la dignité de l'émotion et de l'expérience humaine. C'est ce qui sera la croyance dominante des esthètes du milieu du XXe siècle, tels que T.S. Eliot et Aldous Huxley. Oui, voilà. Fin de citation. Yeah. Anyway, what Lovecraft came to realize in the course of the 1920s is that ultimate certainty about the structure of the cosmos, about the constituents of matter, about the place of mankind in the cosmic scheme of things, had to yield it in favor of probability. This is, in any case, the proper attitude of science, the acceptance of certain tenets not as dogma, but merely as provisional hypotheses. Even so, Lovecraft knew that even when the full effects, as then or now known, of relativity and quantum theory were taken into consideration, certain things were still a damn sight more probable than others. It was still monumentally unlikely that the human race occupied a very significant place in the universe, that a god was guiding the world or the cosmos in any particular direction, or that human beings were endowed with an immortal soul and would experience the bliss of heaven after death. Not all thinkers of the 20s and 30s were capable of holding so resolutely and rationally to these tenets in light of modern science. One of those who was so capable was A.J. Ayer, who in Language, Truth, and Logic, that pioneer work of logical positivism, wrote a passage which would have earned Lovecraft's wholehearted approval. Ce que Lovecraft en est venu à comprendre, ce dont il a pris conscience au cours des années 20, c'est que la certitude ultime sur la structure du cosmos, sur ce qui constitue la matière, sur la place de l'humanité dans le schéma cosmique des choses, devait s'effacer en faveur de la probabilité. C'est en tout cas l'attitude que doit prendre la science. L'acceptation de certains présupposés non en tant que dogme, mais simplement en tant qu'hypothèse provisoire.
Et quand bien même, Lovecraft savait que même en tenant compte des pleins effets connus de la relativité et de la théorie du quanta, certaines choses restaient quand même sacrément plus probables que d'autres. Il était quand même toujours très, très improbable que la race humaine occupe une place particulièrement signifiante dans l'univers, qu'il y ait un Dieu qui guide le monde ou le cosmos dans une direction spécifique, ou que les êtres humains soient dotés d'une âme immortelle et qu'ils puissent faire l'expérience du paradis après la mort. Tous les penseurs des années 20 et 30 n'ont pas été capables de s'en tenir avec une telle résolution et une rationalité à de telles affirmations à la lumière des sciences modernes. L'un de ceux qui en ont été capables était A.G. Ayer, qui, dans La langue, la vérité et la logique, paru en 1936, et qui est un ouvrage pionnier du positivisme logique, a écrit un passage qui aurait mérité l'approbation pleine et entière de Lovecraft. This is what Ayer wrote. As Hume conclusively showed, no general proposition whose validity is subject to the test of actual experience can ever be logically certain. No matter how often it is verified in practice, there still remains the possibility that it will be confuted on some future occasion. And this means that no general proposition referring to a matter of fact can ever be shown to be necessarily and universally true. It can at best be a probable hypothesis. This conclusion is one which must be accepted by every consistent empiricist. It is often thought to involve him in complete skepticism, but this is not the case. For the fact that the validity of a proposition cannot be logically guaranteed in no way entails that it is irrational for us to believe it. On the contrary, what is irrational is to look for a guarantee where none can be forthcoming, to demand certainty where probability is all that is obtainable. Comme l'a démontré Hume, aucune proposition générale dont la validité est sujette au test, à la vérification de l'expérience vraie, ne peut être logiquement certaine. Peu importe si elle est à de multiples reprises vérifiée en pratique, il reste toujours une possibilité qu'elle soit réfutée à l'avenir, à une occasion à l'avenir. Et cela signifie qu'aucune proposition générale qui fasse référence à un fait avéré, il n'est pas possible de démontrer qu'elle soit universellement vraie. Au mieux, elle peut être une hypothèse probable. Cette conclusion est l'une de celles qu'il faut accepter, qu'il faut que tout empiriste déterminé accepte. On pense souvent que cela implique un scepticisme complet, mais ce n'est pas le cas. Car la validité d'une proposition ne peut pas être logiquement garantie. Le fait que la validité d'une proposition ne puisse être logiquement garantie n'implique absolument pas qu'il soit irrationnel que nous le croyons. Au contraire, ce qui est irrationnel, c'est de chercher une garantie là où aucune ne peut être trouvée. Exiger la certitude quand tout ce qu'on peut obtenir, c'est la probabilité. Lovecraft had enunciated a version of this thesis as early as 1921. The revolutionary findings of modern science only confirmed him in it. More significantly, Lovecraft was able to maintain, in spite of those supporters of religion who sought to use Einstein, Planck, and others as justification for a return to orthodoxy, that the scientific method was the surest way of attaining truth available to human beings. But this does not mean either that we should bury our heads in the sand and reject science, or that science had solved or ever will solve all the riddles of the universe. As he wrote in 1933,
the more we learn about the cosmos, the more bewildering does it appear. Lovecraft a énoncé une version de cette thèse dès 1921. Les découvertes révolutionnaires de la science moderne n'ont fait que le conforter dans cette idée. De manière plus signifiante, Lovecraft a été capable de maintenir, malgré ceux qui affirmaient, donc ceux qui soutenaient la religion et voulaient utiliser Einstein, Planck et d'autres comme une justification pour un retour à l'orthodoxie, que la méthode scientifique était la méthode la plus sûre d'atteindre la vérité accessible aux êtres humains. Mais ça ne signifie pas non plus qu'on devrait faire l'autruche, enterrer nos têtes dans le sable et rejeter la science ou ce que les sciences ont pu résoudre ou ce qu'elles résoudront. Non, il ne faut pas rejeter le fait que la science a résolu ou résoudra un jour toutes les énigmes de l'univers. Ainsi qu'il l'a écrit en 1933, je cite, « Plus on apprend de choses sur le cosmos, plus il nous apparaît comme stupéfiant. » C'est fini. Well, that is it. I commend the translators for doing a tremendous job in translating a very difficult text. Well, thank you very much, ST. And sorry for it takes time, as you know, but there are some people that didn't understand English enough. Sure. Okay, have you got any questions? Je peux traduire les questions, si tu veux. Est-ce qu'il y a des questions? Là au fond. Je pose en français ou en anglais? Si ça peut être directement en anglais, ça nous fera gagner. I will try, yes. Thank you very much, sir. I was wondering, it seems to me like what has guided Lovecraft in his interest of science is a kind of convinced atheism and a fear of coming back of religious ideas. And I was wondering, where does it come from, really? You told us that he has wrote Nietzsche, but it seems to me a kind uncommon to be so convinced in atheism in America at that time. It's quite original, I think. And so where does it come from, these ideas, I mean, atheist and really convinced in materialism, you know? In his life? I'm not sure I didn't hear so well. That the sound quality is not so good. The question is that the idea of materialistic atheism is very original for Lovecraft to have at that period in time in America. And do you have any idea where it could come from? Well, as I say, from Lovecraft himself, appealed to the, he was very fond of the 18th century in general, both for its, for its literature, its poetry, but also its philosophy. I don't think he really read the French philosophers of that century very carefully, but he knew about them. And I think that's what he drew a lot of his philosophy from that, but then also from 19th century science. At the same time, Lovecraft, as a writer of weird fiction, did not wish to be restrained by the bounds of science. So in his fiction, he always liked to propose an extension of science, or even a refutation in some ways of contemporary science, purely for the sake of expressing his imagination. But he did not believe in these conceptions. I mean, a lot of people think that he didn't believe in the reality of his various mythological or pseudo mythological creations. But it's hard to say where Lovecraft got his views from. But I think it ultimately came from his absorption of the philosophy of the 18th century.
Alors, il était extrêmement intéressé, Lovecraft, donc, par la philosophie, enfin, les philosophes du XVIIIe siècle et la science du XIXe siècle. Et il y a eu beaucoup trop de choses. Du coup. Ouais, je pense qu'il a été influencé par la science du 18, par les philosophes du 18e, les philosophes empiristes de français du 18e, les a peut-être, il les a peut-être pas forcément lus, mais il les connaissait un petit peu. Et aussi, semble-t-il, par des philosophes du 19e siècle qu'il a pu lire ça et là. Je crois que c'est essentiellement ça. Non ? Oui, et après, il se servait de la science dans ses récits, mais ne voulait pas être contraint par les limites de la science. Donc, se servait justement de la science comme de quelque chose qu'on pouvait étendre, quitte à aller au-delà de ce qui était possible, sans avoir jamais cru fondamentalement à sa pseudo-cosmogonie, pseudo-mythologie qu'il décrivait dans ses récits. Qui pouvait réfuter la science, que ce qu'il voulait faire, effectivement, c'était un propos littéraire, c'est d'écrire ce qu'il appelle la weird fiction, c'est-à-dire de la littérature étrange. Et donc, du coup, il se servait de la science comme un métadiscours, hein, comme on l'a dit tout au long de ce colloque, d'ailleurs. Je peux poser une autre question? Oui. But I was wondering in his personal life, because I feel like when I read, for example, Herbert West or some, there's a kind of rage of an anger against religion, thoughts, and I was wondering if in its personal life there's something like he's a kind of fighting. I mean, in his novels also. I feel like he's got a kind of anger against all theory that are not materialistic, you know. The question is that was there some kind of emotional anger that came from something in Lovecraft's personal life that gave birth to these materialistic views? Gee, that's hard to say. I don't think we know enough about that to say. But I think, I don't know. Lovecraft's upbringing was difficult. His father, had been sent into a hospital when Lovecraft was very small. Maybe he felt that materialism offered a kind of certainty that other types of thinking did not. But that's purely speculative. He never says so. I think he also says that the discovery of astronomy really led to his cosmic philosophy, and I think there's something to be said for the discovery of both chemistry and astronomy at a very early age led to this materialist perspective. Donc c'est vraiment difficile à dire parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc pour répondre à cette question-là, il y a eu une enfance difficile, une éducation difficile avec la perte très 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 jeune de son père. Mais par contre, il a été extrêmement marqué, Lovecraft, par la découverte de l'astronomie, qu'il a vraiment conforté dans cette idée d'une dimension cosmique importante qu'il a marquée, la chimie et l'astronomie. Donc moi, ce sera en français. Juste une question, de savoir si, avec toute la masse de travail que M. Joshi a fait depuis tant d'années, je voulais savoir s'il était toujours surpris par des choses qu'il ne connaissait pas de Lovecraft, s'il observe son travail sur des angles différents pour essayer de un peu rester frais dans ses recherches. Voilà. Okay, the question is, with the gigantic amount of work that you've done on Lovecraft throughout the years, are there still some things about his work that surprise you? Oh, always. Lovecraft is so vast. He himself is sort of a cosmic figure. I have prepared editions of, all his letters, 25 volumes of letters, and every single letter often contains something that I didn't realize before or something that does surprise me. For example, Lovecraft is notorious for being a racist, an anti-Semite, and yet he advocated a Jewish homeland for in the Middle East for the Jews as early as 1918. Who knew that? I only learned that recently.
So, yeah, there are still many things about Lovecraft that we don't know and perhaps never will know. Ouais, Lovecraft est un cosmos à lui seul, hein, je crois qu'il a parlé de ça, l'idée de cosmos à lui seul. Donc, il est insondable, enfin, on ne pourra pas tout savoir sur Lovecraft. Mais j'ai découvert récemment que Lovecraft, bien qu'il soit considéré comme raciste et antisémite, avait en fait voulu proposer l'idée d'un territoire pour les Juifs dès 1918, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, voilà, en Moyen-Orient. Voilà, donc il était en avance sur son temps à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, il faut relativiser un peu toutes les idées reçues sur Lovecraft, mais qui effectivement aussi pétrit de contradictions, mais ça, il ne le dit pas. Mais... Que donc dans la moindre lettre, il y a toujours un petit détail qui est quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui reste surprenant. We've had a very long day. We've had a very long day, so maybe some people are tired, and you may be tired as well. I don't know what time is it now. Is it early in the morning, right? For me, it's about 11 in the morning. 11. Oh, okay, that's fine. That's fine. You didn't wake up too early then for that. Right. Okay. I think are there any other questions? Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? Une dernière question, remarque. Christopher. Christopher is American, so he can ask you a question as well. All right. It's not a question. It's just to say thank you so much for all that you've done over all of these years. When I work on Lovecraft, I turn constantly to your books, to your notes, your footnotes, etc. So just thank you so much for all of your dedication and hard work on Lovecraft. Well, it's been very rewarding to me also. I'll tell you, what I want to do is present all these texts of Lovecraft to others so that they can do their own interpretations. Because, you know, you have to rely on these texts. If you don't have the access to the texts, you will never really understand Lovecraft. And so now his letters, his poetry, his essays, his fiction, it's all out there in what I hope are accurate editions, and I hope people will make use of them. Bravo. Bon, je pense que tout le monde a compris. Non? En gros, vous avez compris. Ça a été extrêmement gratifiant pour lui et que tout ce qu'il peut souhaiter, c'est que tout le monde puisse avoir accès à tous les textes pour vraiment comprendre l'auteur, parce que sans accès aux textes, on ne peut jamais rien comprendre. Je pense que tout le monde est d'accord et que c'est une bonne conclusion, peut-être. Donc, il insiste sur le fait qu'il veut éditer toute la correspondance. Donc, je crois qu'il y a une vingtaine de volumes prévus, ce qui est absolument considérable. I think 20 volumes, is it, of correspondence? 25 volumes. 25 volumes. Incredible. I mean, actuellement, il y a 5 volumes de lettres publiées, donc ça veut dire que ça sera 5 fois plus, quoi. Voilà. So it's a titanic experiment. I mean, yeah, endeavor. Yes. Yeah. Thank you very much. Yes, I concur with Christopher saying that it was also very important for me to discover your work all along these years, and it has been food for thought in many ways. And we were glad also to film you when you were showing the houses in Providence, the Lovecraftian houses, and we included that part of the interviews we included, of course, your interview that we did in France, but also these tourist visits, so to speak, of Lovecraftian Providence. And we are very grateful for that as well. Yeah. Well, I regret to say I haven't seen that film yet, but I will catch it, you know, when I can. I have access. I sent you the links a few months ago. Yeah. No, I have them. I'll watch it, but well. It's hard for me to keep, but there's so much going on in Lovecraft around the world. It's amazing how much activity there is, just everywhere. Very, very, you know, rewarding that this is happening. Maybe one last word, saying that we will publish a volume, and of course we will ask you to write a more definitive version if you want, maybe a more extended version of this text. Yeah. But thank you again very much indeed. And okay.
Wonderful to be here. C'est fini. Okay, bye. Je lui disais Merci. simplement qu'on va... Merci beaucoup. Pardon, on va conclure, Gilles. Merci beaucoup et merci à Marie et à tous les deux pour la traduction parce que c'était pas un exercice de haute voltige. And thank you so much, Joshi. Et merci à toutes et tous pour ce colloque. Ça se poursuit demain avec les jeux vidéo à la médiathèque. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.